Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver, Théophile Messer et moi-même. Vraiment, c'est comme toujours un vrai bonheur. On est dimanche matin. Si vous nous écoutez, les premiers à nous écouter, à nous regarder, en tout cas sur la chaîne Rivers Basket Session sur YouTube, bien sûr, et sur toutes les plateformes de streaming. Vous connaissez maintenant le principe. On va parler basketball, mais pas que. On va élargir à d'autres sujets. Et cette fois-ci, on est parti sur un sujet un petit peu ni. On a écouté le podcast de lundi de Théo et de toute la team où on parlait de Rudy Gobert qui avait exposé un petit peu ses craintes sur certains matchs achetés, etc. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, et si on parlait un petit peu des grands complots, des théories du complot, qu'elles soient légitimes, farfelus, évidemment, on préfère les farfelus, c'est toujours les meilleurs. Voilà, les vrais grands complots, ceux qui ont fait dire un jour à ce pauvre Kyrie Irving que, en effet, s'il fait le tour de la Terre, bah, il se rendra compte que c'est une sphère et non pas un simple petit plateau comme un terrain. Voilà, on vous a fait un petit panel là-dessus, on va les énumérer les unes derrière les autres, mais tout d'abord, tout seigneur, tout honneur. Déjà, première question importante, et elle n'est pas complotiste. Comment ça va, Théo? Eh ben écoute, ça va très bien, comme tous les dimanches, en ta compagnie, Pierre Armand, ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver pour parler effectivement de ces sujets qu'on va prendre avec des pincettes taille XXL et surtout beaucoup d'humour. C'est vrai que bon, les dernières déclarations de Rudy ont fait beaucoup parler, on sait que c'est un sujet qui revient régulièrement en NBA, celle-ci ou d'autres. On sait que malheureusement, Kyrie Irving n'a jamais eu l'occasion de prendre un avion, donc c'était plus dur pour lui de vérifier si la Terre était plate ou ronde. Tout ça, on en a bien conscience. Dormir. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Pierre Armand, bah, du Dors coup, dans l'avion. j'ai envie de te poser la question tout simplement. Toi, donc, de toutes ces... Alors, il y en a de toutes sortes, hein, vraiment de ces types de théories du complot. À laquelle tu as pensé en premier quand tu as proposé ce sujet? Bah, la première à laquelle j'ai pensé, alors elle est un peu biaisée parce que j'écoutais, quand on en parlait, j'écoutais votre podcast et c'est évidemment cette longue théorie selon laquelle certains matchs sont truqués par les arbitres à cause des paris sportifs. Justement, bah, il y a un nom qui revient en permanence, c'est ce fameux Tim Donaghy qui a payé un petit peu pour tout le monde, qui a pris très 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 cher là-dessus et qui a, même si il a dit qu'il n'avait jamais vraiment fait ci, fait ça, mais quand même, il y avait à l'extérieur des paris qui laissaient entendre que bah, certains matchs étaient un petit peu arrangés. Alors peut-être pas les plus importants, mais en tout cas certains matchs. Et puis on a eu une plus récente avec le beef Scott Foster et mon pote Chris Paul sous le prétexte d'une détestation. À ce moment-là, on sortait Chris Paul et comme par hasard, à chaque fois, il y avait, c'était une défaite. Enfin voilà, bon, comme ça, chacun prenait sa part. Bon, vous avez compris le principe de théorie du complot, c'est qu'elles sont à la fois farfelues, mais elles ouvrent une vraie question. Et c'est ce que j'ai adoré dans le podcast que vous avez fait lundi, Théo, c'est que à la manière un petit peu de Gilbert Arenas qui ouvrait le débat sur l'arbitrage en soi, là, bon, bah, il y a une vraie question sur la présence de paris sportifs au sein d'une ligue mondiale et globale comme la NBA. Et on en parlait, j'avais fait un article sur Basket Session il n'y a pas très longtemps sur les difficultés et le manque d'envie de la ligue, notamment sous David Stern, d'aller s'installer à Las Vegas parce qu'ils considéraient que ils mettaient le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'ils allaient directement dans le cœur du poulet, comme on dit, et que mettre une franchise dans la capitale des paris, c'était plus que dangereux. Donc c'est vrai que le débat reste ouvert. On ne pourra jamais se l'enlever réellement de l'esprit, ce débat. Toi, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a tellement d'argent en jeu qu'on peut imaginer que parfois on soit un petit peu borderline? Eh ben écoute, bah,
En fait, le problème, c'est qu'effectivement, il y a le cas Tim Donaghy sur lequel on est obligé de revenir, qui est un cas quand même avéré d'un arbitre qui puisque ça a été jugé, qu'il a été condamné pour ça, pactisé avec des mafieux pour donner des informations privilégiées. Et donc, ce qui ouvre tout de suite la porte, en fait, à un certain nombre d'interprétations, de revoir ses matchs sous un autre œil, et notamment dans les matchs qu'il a arbitrés. Il y en a un qui est quand même assez célèbre, c'est le fameux Game 6 des finales de conférence 2002 entre les Kings et les Lakers, qui est considéré comme peut-être l'un des matchs les plus mal arbitrés ou dans lesquels l'une des équipes s'est le plus fait enfler de tous les temps. Voilà une petite stat quand même dans le quatrième carton de ce match. Différentiel de lancers francs tirés, 27 lancers francs pour les Lakers, 9 pour les Kings, qui se sont franchement fait enfler. Jusqu'à présent, avant que Tim Donaghy soit condamné, on se disait bon bah c'est une arnaque parce que la NBA a voulu influer sur le cours de cette série pour qu'il y ait un game set absolument et surtout en espérant derrière potentiellement que ce soit les Lakers qui aillent rejoindre les Nets en finale NBA, parce que les New Jersey Nets et les Sacramento Kings, deux équipes de petits marchés, n'auraient pas rempli les audiences que la NBA attend pour ces finales NBA. Donc effectivement ça fait tâche en fait que ce même arbitre qui s'est fait prendre pour ces histoires de paris truqués, ou du moins en tout cas de paris interdits auxquels il aurait participé, et arbitrer ce match-là. Depuis, Tim Donaghy a quand même beaucoup balancé, hein, en parlant notamment de Dick Bavetta, l'ancien arbitre historique NBA dont tu parlais la dernière fois quand on parlait du All-Star Game, parce qu'on se rappelait de son concours de sprint assez marrant avec Charles Barkley, qui était un petit peu le go-to guy si tu voulais équilibrer une série, si tu avais l'impression qu'une série allait terminer un petit peu plus vite, hop, tu faisais venir Dick Bavetta et comme par hasard ça allait en 7e match. Voilà. La question derrière, ce qui est compliqué, c'est de savoir si vraiment il y a un complot, ou du moins si la NBA vraiment tire des ficelles pour influencer certains arbitres en leur disant bah, fais gagner telle ou telle équipe, pour savoir s'il y a vraiment un réseau finalement d'arnaque à l'arbitrage, enfin lié entre l'arbitrage et les paris. Ça c'est compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on ne pourra jamais empêcher un individu mal intentionné qui a envie aveuglé un petit peu par l'appât du gain de mettre le doigt dedans, comme ça a été le cas très clairement pour Tim Donaghy. Je vous invite à nouveau, je le disais lundi, mais il y a un documentaire sur Netflix dans lequel on voit Tim Donaghy, qui ressort vraiment, c'est pas un personnage que je trouve attachant du tout, malgré les tentatives du documentaire quand même de montrer un petit peu son point de vue. Voilà, ça, je pense qu'on sortira jamais en tout cas de ses doutes. Le doute il est là. Et toi, dans ta carrière de joueur, est-ce que tu as déjà eu envie, ou même d'entraîneur, de faire le même geste que Rudy à un arbitre en lui disant tu as palpé un peu de sous-sous, c'est pas possible? Non, parce que niveau où je joue, c'est pas. Il peut y avoir des arnaques, mais il y a pas d'argent. Je pense pas qu'il y ait d'argent en jeu. Ouais, mais ça peut être, je sais pas, des tickets restaurants pour aller au McDo après, des trucs comme Ça en a ça. À la certainement eu. Pizza Hut. Oui, j'ai quelques exemples qui me restent en tête. C'est pas encore passé le statut de limitation là, donc je garde ça en tête, je garde ça pour moi. Mais oui, il y a quelques matchs où clairement j'ai eu affaire à un arbitre particulièrement talentueux pour pouvoir influer sur le cours d'un match en douce. Voilà, je garderai les informations pour moi, mais oui, ça j'en ai été témoin à quelques reprises. Alors toi, quelle serait la première théorie du complot qui t'est venue à l'esprit? Alors, j'hésite entre celles qui. Il y en a deux qui me sont venues vite, venues en tête. Allez, non, je vais partir sur une marrante quand même. On se rappelle de LeBron et de ses crampes au mollet Ah durant les oui, bien finales sorti. 2014. Voilà, avec la clim des Spurs qui serait mystérieusement tombée en panne, et donc qui aurait obligé LeBron, qui était avec le Heat à l'époque, à sortir du terrain à cause de crampes à répétition. Donc voilà, théorie conspirationniste selon laquelle les Spurs se seraient inspirés des Celtics de l'époque Red Auerbach, en montant la clim au maximum pour mettre la pression à Miami. Voilà, j'ai du mal à croire que c'était quelque chose d'orchestré. Par contre, le fait que la théorie persiste me fait beaucoup rire. Puis ça a fait des mèmes complètement géniaux par la suite. Sur cette histoire de crampes. Après, voilà, on est en 2014, donc c'est le Game One, AT&T Center, ça se joue à San Antonio, cette fameuse saison incroyable où les Spurs vont remporter la série. Il faut quand même 32 degrés dans la salle.
un peu chaud, difficile de récupérer. Et LeBron qui était mic'd up pendant le match, on entend un temps mort dire ils sont en train ils essayent de nous étouffer, quoi, de nous empêcher de respirer. Alors, c'est plutôt marrant de la part de gars chez qui il fait 40 degrés toute l'année, d'avoir du mal à respirer dans une salle où il en fait 30. Mais ouais, ils avaient du mal à se mettre en place. Alors, malheureusement, ça lui est retombé dessus, cette histoire de crampes. Mais bon, ils avaient fait une déclaration, les Spurs, sur le mauvais fonctionnement du système de clim, et ils s'étaient excusés pour les inconvénients, on va dire. C'est ça. Donc, ce qui est marrant, c'est que finalement, sur un truc comme ça, tu te dis ça peut complètement tourner à ton désavantage à toi. Parce que je faisais référence au Boston Celtics, où c'était dans le vestiaire des adversaires que visiblement ils faisaient monter la température copieusement. Là, si c'est dans toute la salle, tu risques d'avoir des fans qui font des malaises, d'avoir tes propres joueurs qui sont handicapés. Donc j'ai du mal à croire que ça a été quand même un coup monté, orchestré par Greg Popovich en coulisses pour aller, aller dévisser un petit robinet d'un côté pour faire monter la pression de la clim. Je pense pas que ce soit ça qui soit passé. Ouais. Alors après, là, tu sais, la semaine dernière, je vous conseillais de regarder la série sur les New England Patriots. Je ne sais pas si tu as regardé Oui, ça. Et alors là, il y a un nombre de théories, de complots, alors avérées, quand même un petit peu avérées, avec les mais coups des ballons dégonflés, là, c'est ça? avec le coup du ballon dégonflé, ou en plus, alors on parlait de ça aussi, alors, une belle théorie du complot. Doc Rivers serait coach en NBA. J'ai jamais vu ça s'est jamais vraiment prouvé, mais en tout cas, dans le genre, belle ordure de coach, Bill Belichick, qui lui dit clairement, les journalistes lui posent la question en lui disant: ouais, cette histoire de ballon, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que les Patriots, c'est une dynastie. Dès qu'il y a une dynastie, on cherche la merde. Ça, c'est de toute façon, c'est presque dans la nature humaine. On veut prouver que s'ils sont si forts pendant si longtemps, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Au début, apparemment, il y avait un des caméramans des Patriots qui avait filmé les signes défensifs, ce qui est interdit dans la ligue, ce qui paraît fou en NFL parce qu'il y a 16 000 caméras, tout le monde est maillé. Et là, il y aurait un gars qui aurait filmé pendant le match les gestes défensifs pour que l'équipe s'adapte, ce qui est fou parce qu'ils ont tous des jumelles. Enfin bon, bref, donc ils ont eu quand même, ils ont pris cher là-dessus. Et donc, Bill Belichick qui arrive et qui dit moi, je vois pas de quoi on parle. Vous avez qu'à demander à nos quarterbacks, c'est eux qui sauront sûrement. Bon, ça, tu parlais l'autre jour d'envoyer quelqu'un sous le bus. L'autre, il a envoyé sous un tank, il a envoyé Tom Brady, qui évidemment, bah, lui aussi, goat pas goat, donc des haters dans tous les sens. Voilà. Donc lui, par contre, avait été suspendu 5 matchs sur une histoire. Et même les, euh, les reporters de Boston les plus chevronnés, qui se couvrent soit la NBA, soit la NFL, etc., avaient dit qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. On parlait plus de ça que de choses ultra importantes dans le pays. Ça devenait le Deflategate. Voilà. Alors beaucoup, évidemment, c'est surtout les supporters je pense que les gens de Miami avaient beaucoup plus crié au complot que ceux de San Antonio, que ça avait dû faire marrer. Mais voilà, moi je pense que la théorie du complot à laquelle tu as pensé en premier, Théo, on est en 1993, et on est en match. Alors oui, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire: ah, ça y est, il va placer Jordan. Allez, on le fait tout de suite. La prochaine fois, promis, je dis bonjour Théo, Jordan. C'est dit, c'est fait. Comme ça, vous n'avez pas à attendre une heure. Non, non, voilà. Théorie du complot gigantesque, playoff 93, match 2 contre les Knicks. Et la rumeur enfle que la veille, jusqu'à 3 heures du matin, Michael Jordan a joué à Atlantic City et a perdu 57 000 dollars dans la soirée. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Seulement, il y a un gars qui s'appelle Richard Esquinas qui, lui, va sortir un bouquin disant qu'il a gagné pratiquement plus d'1 million, je crois que c'était 1,25 million de dollars sur le terrain de golf avec Jordan à cette époque, et que Jordan aurait un vrai problème d'addiction, de paris sportifs, de la même chose. Et la rumeur enfle que Jordan, même si David Stern l'a toujours nié, aurait été sa première retraite aurait été en fait une suspension déguisée de la Ligue
en disant soit on fait comme en MLB, puisque dans la ligue de baseball, il y avait un joueur qui s'appelait Pete Rose qui lui avait été banni à vie, pratiquement. Enfin, pas pratiquement, c'est sûr, pour des histoires de paris sportifs. Donc là, il ne pouvait pas se priver de cette image, la superstar de la Ligue, tout simplement. Surtout que la Ligue, il faut le savoir, à ce moment-là, était un petit peu en déficit de stars. Fin de Magic, fin de Larry Bird, Ewing, les Malone Stockton un petit peu éteints par la période Jordan, et on en reparlera tout à l'heure de 1993 parce que c'est intéressant aussi. Mais voilà, donc on dit que Jordan était enferré dans des paris avec la mafia et qu'il valait le sortir de là. Il y a eu l'histoire avec son père, donc est-ce que ça a été, entre guillemets, le prétexte idéal? Le truc, c'est que Jordan, quand il dit dans 5 ans, si j'en ai la possibilité, si les Bulls me veulent et si David Stern me laisse revenir dans la ligue, je reviendrai. Donc cette phrase-là a alimenté pas mal de rumeurs. Pareil, comme toute théorie du complot, on s'en fout, quoi qu'il arrive. Mais celle-là, elle est tenace quand même. Ouais, elle continue à subsister parce que même certains ont été jusqu'à laisser entendre que la mort du père de Jordan aurait été liée directement à ces problèmes de paris et que ça aurait été un coup de pression, en gros, commandité par la mafia via des petites frappes voilà, pour mettre la pression sur Jordan. Il y a notamment un mafieux assez célèbre qui s'appelle Michael Franzis de la famille des Colombo qui, depuis qu'il a fini de purger sa peine de prison est pas mal sur les réseaux, notamment qui a été l'objet. Il a fait l'objet d'une série d'interviews avec DJ Vlad, voilà, qui d'habitude parle plutôt de hip-hop, mais il y a toute une série d'interviews dans laquelle il vient là, il aborde le sujet et lui dit carrément que c'est, en gros, il corrobore ses théories. Il dit qu'effectivement Jordan avait passé des paris avec qu'il avait un peu la mafia sur le dos, que la mort de son père serait liée à tout ça. Bon, moi je t'avoue que tous ces propos je les prends avec énormément de pincettes parce que des gens qui ont passé leur vie à mentir, dont ça a été le métier, l'une des principales activités, j'ai toujours un petit peu de mal à me dire qu'une fois qu'ils ont purgé leur peine de prison, ils font plus que dire la vérité. Voilà, d'autant que maintenant son business est notamment de faire des conférences, de passer il a sa propre chaîne YouTube, il y a tout un tas de trucs, donc il a fait son business là-dessus. C'est dur d'y voir clair là-dedans. J'ai du mal à penser quand même et à croire que la NBA aurait se serait sciemment privé finalement des services de sa plus grande star pendant 2 ans et il aurait demandé à Jordan de s'arrêter. Par contre, ce qui n'est pas impossible parce que voilà les problèmes entre guillemets de paris de Jordan, son activité dans la vie nocturne, ça c'est attesté, on sait que ça fait partie de sa personnalité et moi, quand même, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il y a eu une espèce d'amalgame, d'accumulation plutôt de choses un peu usées après ces 3 titres à 200 à l'heure, peiné, effectivement, touché par la mort de son père, l'envie peut-être de prendre du recul, peut-être pourquoi pas ces histoires de paris, mais j'ai du mal à croire quand même que ce soit carrément la NBA qui lui ait dit faut que t'arrêtes, va jouer 2 ans au baseball et puis on verra après. Peut-être la peur d'un scandale qui éclate et de dire il y a 2 poids 2 mesures et que voilà, pourquoi lui il prend pas, et de dire bah si lui il prend pas, bah personne prendra, et voilà, donc il y a toujours cette histoire. Moi je pense que ces histoires de paris sportifs c'est une plaie, et que dans une ligue où il suffit de rater un lancer franc, il suffit de. Voilà, enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, parce que c'était des compétiteurs féroces, et qui gagnaient des milliards et des milliards. Mais si te dit qu'un joueur qui a un contrat de 10 jours, à qui on dit, ouais, entre guillemets, tu te couches et tu fais. Bon, pour plus de sous, plus d'argent, bon, bah, parfois, ça doit pouvoir arriver, j'imagine. Enfin, ça doit être un monde, c'est tellement hermétique que c'est tout le problème. La théorie du complot, elle intervient que dans un milieu qui est totalement hermétique, complètement fermé, plein de secrets, où tout est entre guillemets scénarisé, et c'est toutes ces histoires de grandes ligues. On a l'impression parfois que c'était le fameux c'était écrit d'avance. Bah, cette phrase-là, elle ouvre évidemment la théorie du complot à tous les niveaux. Mais c'est vrai que cette déclaration où il disait si David Stern me permet de revenir, je reviendrai. Je pense que c'était ça qui avait un petit peu il s'était mis un peu dedans tout seul.
Ouais, non, Mais c'est j'y clair. crois pas vraiment non plus. Juste pour clarifier, pour Jordan, il n'y a jamais eu de. Enfin, les allégations, ça n'a jamais été que ce soit des paris sur ses performances sur le terrain. Bien C'était sûr, oui, oui. des paris au golf, au poker, au casino. C'était des choses qui étaient déconnectées du terrain de basket, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, moi, j'en ai une autre. On repart à la draft 1985. Le coup de la fameuse enveloppe. Donc en gros, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en juin dernier, où on sait qu'il va être pris en premier pick, c'est sûr et certain, ce sera Patrick Ewing. Donc la question, c'est de savoir qui va pouvoir choper ce premier pick. Et donc au moment de la loterie, c'est New York qui sort vainqueur, qui récupère le droit de drafter Patrick Ewing. On sait que la NBA, depuis le milieu des années 70 et les derniers titres remportés par les Knicks, elle a qu'une envie, c'est qu'il y ait une superstar qui arrive dans New York pour pouvoir propulser la ligue vers l'avant. Il y a cette grosse boule dans laquelle il y a des énormes enveloppes dans laquelle il faut tirer au hasard. David Stern qui met la main et qui, hop, sort une enveloppe, celle des Knicks, une enveloppe légèrement cornée. Et donc, forcément, rumeur, on appelle au complot. Est-ce que l'enveloppe était cornée de manière à ce que David Stern choisisse celle-là? Est-ce qu'elle avait été passée au frigo pour qu'elle reste collée sur le bord sur le bord de la boule, de manière à ce qu'elle soit plus facile à choper? Donc voilà, là encore une fois, théorie du complot qui persiste, hein. Il y a toujours les mêmes rumeurs, rien n'a jamais été démenti. Bien Quel sûr. est ton point de vue là-dessus, Pierre? Bon, ah, ça m'étonne pas. C'est comme les. Tu sais, moi, ça me rappelait avant quand il y avait les tirages au sort de la Coupe de France en direct, tu sais, genre dans Ouais. Téléfoot ou des trucs comme ça, et on disait qu'il y avait la boule chaude, boule froide. Mais bien sûr, un tirage au sort, c'est bidon, ces trucs-là. Même si, même si c'est Maître McVitie's, qui est huissier de justice à Strasbourg, qui vient, ouais, moi, je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça. Alors, à- à- et à tous les niveaux, maintenant, il y en a qui vont te dire en permanence, là, par exemple, il y a eu Paris, Villarreal, ouais, ils avaient une chance sur 12 de tomber là-dessus, comme par hasard, c'est ça, c'est comme par hasard, il revient tout le temps, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, en plus, il y a quand même pas mal de vidéos, alors c'est toujours pareil, allez vous faire votre idée en regardant les vidéos, mais moi, j'aime pas trop dire allez faire votre idée, c'est alimenter un petit peu le truc. Mais moi, oui, ça, c'est vraiment de toutes celles dont on va parler, c'est celle qui me paraît la plus plausible. Eh Qui me ben, paraît moi, pareil. C'est marrant. Moi, pareil. Pour le coup, c'est vraiment celle-là. Je me dis, il y a une autre draft quand même où j'ai eu le doute. C'est deux drafts de suite. Les Oui, pour les drafts. Cavs. Non, j'allais penser à Orlando, moi. Ah oui, oui, Orlando oui. qui récupère le premier pick 2 ans de suite, si je me trompe pas, après avoir. Non, oui, c'est ça, Ouais, ouais, le c'est ça. premier pick 2 ans de suite, qui leur permet de récupérer chaque puis Penny, enfin, après avoir fait un échange avec les Warriors pour, euh, pour échanger Chris Webber et Penny Hardaway. C'est les deux où je me dis, tiens, ça tombe bien pour la ligue quand même. Pour une toute jeune franchise. Oui, c'est vrai que celle-là, non, mais celle-là, moi, j'y crois. Celle-là, j'y crois, ça me pose pas de soucis. Et puis, il y a, il y a, il y a pas eu de. C'est-à-dire, elle est passée, et puis il n'y a pas eu de grande déclaration pour dire comment, pour s'insurger, quoi. Tu vois. C'est vrai. Voilà. Moi, j'en ai une bon, alors, j'aurais trop aimé y croire, parce qu'elle me fait mourir de rire, celle-là. Euh, les playoffs 2017, match 1 entre les Celtics et les Wizards. Il y a Markieff Morris qui se prend, qui se prend à Horford, qui se fait super mal, qui se tord bien la cheville. Euh, Après avoir joué à peine 10 minutes, il sort du match. Donc, c'est un des joueurs les plus complets de l'équipe, donc, et plus là. Donc, on voit la manière dont il se tord la cheville, on se dit, bon, bah, c'est mort, il sera dehors pour au moins 2-3 matchs. Et puis, malgré ça, dans le match 2, Maurice y revient et il joue un match de playoff, genre 16 points, 6 rebonds, des assists de fou, une défense de fer. Et là, la rumeur commence à monter qu'en fait, c'est Marcus qui est là, c'est pas Markif. Ça m'a toujours fait mourir de rire cette histoire. Alors, ils font à peu près la même taille. Il y en a un qui fait 6-10 et l'autre 6-9, je crois, un truc comme ça. Alors, je sais pas lequel des deux fait ça. Si on les regarde bien, il y en a un qui a un visage un petit peu plus rond. Mais même si c'est un secret qu'ils amèneraient jusqu'au fond de leur tombe, faites-moi un documentaire sur cette histoire, faites-moi une vraie recherche ESPN sur ce truc, quoi.
D'autant que c'est vraiment, ils sont vraiment fascinants les jumeaux Maurice parce que pour la petite histoire, ils sont blindés de tatouages, ils ont les tatouages identiques, ils ont Identique. exactement les mêmes Oui, tatouages oui, oui, c'est Prison tous les Break, les deux. deux. Et l'anecdote qui est folle, c'est que quand ils étaient à Phoenix tous les deux, ils ont renégocié leur contrat ensemble parce qu'ils avaient un seul compte bancaire, leur compte commun, et en fait ils ont négocié leurs deux contrats, donc il y en a un qui avait pris je sais pas combien et l'autre je sais pas combien, mais en gros l'idée c'était bon bah vous faites en sorte que l'enveloppe globale ça fasse ça pour nous, et après on s'en fout un petit peu de qui prend plus que l'autre. C'est ouais ils sont assez passionnants, et pour le coup là le coup de passer l'un pour l'autre ils ont expliqué enfin, assez récemment dans un podcast là, qu'ils l'avaient déjà fait, alors plus à l'école tu vois, pour aller en classe de machin, ou Oui, même oui. parfois visiblement dans leur conquête amoureuse il y en a qui ont cru être sortis avec l'un et se sont retrouvés avec l'autre visiblement. Donc bon, en Mais tout cas en match NBA pour c'est- l'instant ils ont dit que ça avait jamais été le cas, mais ouais, mais surtout que Marcus, lui, il était en vacances, quoi. Tu sais, il était en vacances avec ouais. Détroit à l'époque. Et du coup, il se disait, ben, pourquoi pas? Cela me fait vraiment marrer, quoi. Allez, dans les autres rumeurs forcément qu'on fait parler, je m'étais noté celle des frères Maurice, elle est cool. Il y en a une que je connaissais pas du tout en faisant des recherches, qui implique un ancien président des États-Unis, Donald Oui, Trump. Accrochez-vous, hein, parce que là, on frotte le fond du tiroir, mais en fait, mais ce serait la meilleure de toutes. c'est tellement drôle, voilà, exactement. Donc, concernant le fils de Donald Trump, Baron Trump, donc le fils de Donald Trump et de Melania Trump, et qui ne serait pas le fils de Donald Trump, Alors, dis euh, pourquoi, dis pourquoi. voilà, bah, parce il fait 6'9", je crois, donc il fait 2 m Parce qu'il 01. a eu un été où il a beaucoup poussé. Voilà, exactement. Et on aurait prêté une relation à Melania Trump avec un ancien joueur NBA d'origine slovène, Bostian Narbar. Donc les anciens fans notamment des Rockets doivent se rappeler de lui parce que c'est le super pote de Yao Ming et qui a joué à New Jersey, donc qui était pas loin de New York. Et donc rumeur totalement voilà, gratuite, cherchez pas des preuves ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que du coup, honnêtement, quand j'ai lu la rumeur, ça m'a fait mourir de rire. Après j'ai vu la photo du gamin, si ah, comme et quand même, Il a une il y a bonne gueule plus. de Slovène, hein. Ah oui, plus que de. Plus, il ressemble, il met une tête et demie à son père et tout. C'est assez marrant, quoi. Il y avait une rumeur comme quoi il était soit slovène, soit russe. Mais alors attends, parce que le meilleur, c'est que ça veut dire que s'il prenait le nom de son père, il s'appellerait Baron Narbar. Est-ce que c'est pas le meilleur nom de méchant de l'histoire? Imagine l'ordure que ce serait dans un Game of Thrones, Baron Narbar, quoi. C'est clair. Ouais, ça, ce serait trop fort de se rendre compte que Donc bon, ils bon, ont tous des têtes de consanguins, les Trump, hein, le mot est lâché. mais lui, ouais, 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 non, on s'en fout là, on n'en est plus là. Alors moi, il y en a une, on va en 2010 en finale de conférence. Euh, enfin, en demi-finale de conf, et tout se passe super bien pour les Cavs. LeBron est au top du top. Et soudain, à partir du match 4, LeBron, il a 34% au shoot, il est plus dans le truc. Voilà, il est hors du coup, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Et soudain, on n'a dit pas les mamans, mais celle-là, c'est quand même la meilleure de toutes. La rumeur enfle que cette bonne vieille Gloria James, elle serait allée chercher du côté du vestiaire des Cavs et qu'elle aurait, je sais pas, chopé le petit Delonte West, qui n'est pas forcément le plus agréable à regarder, mais bon. Et LeBron s'en serait rendu compte juste avant le match 4, et que ça aurait flingué la dynamique et la team chemistry, comme on dit. Voilà, et que c'était la dégénérescence globale de cette équipe, que du coup, il sort du terrain en enlevant son maillot comme dans une vraie tragédie grecque. Enfin voilà, c'était dans sa tête, c'était trop pour lui. Du coup, il partait à Miami. On en parlera tout à l'heure de ça, mais il y avait peut-être autre chose avant. Mais voilà, cette rumeur de Maman James, et que le beau-père de LeBron, c'était Delonte, c'est exceptionnel. Bon, pour le coup, je t'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Par contre, ce qui est fou, c'est à quel point ça avait fait le buzz, en fait, cette histoire. C'est complètement fou, quoi. Ah, c'est complètement fou. Et puis surtout, le retour de bâton pour ce pauvre Delonte West, qui est tradé immédiatement aux Celtics. C'est la descente aux enfers de ce gars-là, qui se fait moquer sur tous les terrains par la suite.
Euh, Parce que les Américains, ils savent très bien les histoires de scandales sexuels, machin. Bon, ils arrivent toujours à s'en sortir plus ou moins, mais les fans, ils s'en sortent jamais. Demande à ce prof Chris Humphries. Il y a encore des types avec la silhouette, en train de porter la silhouette de Kim Kardashian. À chaque match qu'il faisait, il y avait ça, quoi qu'il arrive. Donc voilà, Delonte West, cette rumeur-là était assez incroyable. Et alors, tu vas peut-être me corriger, mais il me semble pas qu'à aucun moment LeBron ait dit non, mais attendez, pour toi. Non, c'est clair. Après, c'est vrai que ce type de rumeur, finalement, si tu prends la limite, si tu prends la parole, c'est un peu. Tu leur donnes encore Oui, plus je suis de d'accord avec toi. place que. Donc voilà, après Delonte West, effectivement, enfin, pour le coup, personnage vraiment torturé, quoi, avec des graves problèmes de schizophrénie, qui s'était retrouvé à finir même SDF il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans, avant d'être un petit peu repêché par Mark Cuban et les Mavs, qui avaient l'air de l'avoir remis sur la voie de la, comment dire, de la guérison, mais ouais, histoire tragique pour Delonte West. Mais effectivement, ça a marqué un petit peu une cassure. Mais tu sais que la fin quand même du premier passage de LeBron aux Cavs, il y a plein de choses qui sont inexpliquées quand même. Il y a des contre-performances de LeBron en playoff où tu comprends pas ce qui se passe. Après, on a parlé de il aurait été blessé au coude ou des choses comme ça, mais des choses vraiment pas claires, pas nettes, qui finalement ont été éclipsées parce que derrière, il y a eu un tel bad buzz avec The Decision et puis après les Heatles de Miami qu'on a oublié un petit peu ça. Mais il y aurait quand même pas mal de choses, je pense, à aller recreuser du côté de la fin du premier passage de LeBron aux Cavs. Ouais, c'est possible. C'est possible. Allez, moi j'en ai une autre. Pareil, j'avais jamais entendu parler de cette rumeur, mais qui m'a beaucoup fait rire. Je sais pas si tu te rappelles de ce shooter qui s'appelle Ryan Anderson, qui a joué notamment un grand blanc Ah, il n'y avait shooter. pas un problème il voyait pas, il était daltonien ou je sais pas quoi. Exactement. Et donc, certains s'est retourné chercher ces donc, gros shooters daltoniens et diraient, enfin, la conclusion, ça serait que finalement, ces contre-performances auraient été toujours dans des équipes qui jouaient en rouge parce que le fait d'être daltonien troublait son sens des perceptions, du moins, la perception des distances, pardon, et la profondeur de champ. Donc voilà. Donc ça, c'est assez marrant comme rumeur. Je sais pas du tout s'il y a un fond de vérité. Il faudrait lui demander à Ryan Anderson, mais la rumeur m'a bien fait rire. Alors moi, la dernière ouais, théorie du complot, il semblerait que l'absence d'Antoine Pimel la semaine dernière pour des problèmes dentaires, en fait, c'est qu'il a été 48 heures en garde à vue dans un commissariat de Bavière suite à une soirée trop arrosée. Je ne peux pas commenter cette rumeur, Pierre. Mon avocat me déconseille de parler à ce sujet. Alors moi, celle, je vais être très obligé d'en parler parce qu'elle a quand même beaucoup fait parler celle-là, et puis tu connais mon amour de Chris Paul. On en a parlé dans un des gros what if, c'est-à-dire la venue de Chris Paul aux Lakers, mais il y avait cette théorie de complot comme quoi la Ligue avait délibérément suspendu, on va dire, le trade de Chris Paul pour ne pas l'envoyer aux Lakers, et finalement il a fini aux Clippers. Mais c'était surtout que la vraie théorie du complot là-dessus, c'était les motivations personnelles de David Stern sur le fait de bloquer ce trade. Il faut savoir que les Hornets à l'époque appartenaient à la Ligue, et donc voilà, c'est eux qui avaient décidé. Alors apparemment le JM lui avait dit on y va, et la Ligue a dit stop. Alors que soi-disant, on serait reparti sur une dynastie des Lakers après un back-to-back de la bande de Kobe, et que David Stern, Kobe se passe à Cam. Il n'a jamais vraiment aimé l'histoire de ces accusations de viol en 2003 qui s'étaient terminées hors du tribunal avec un accord financier. Il n'avait pas aimé tout le bif avec Shaq, qui était une des figures, entre guillemets, angélique de la Ligue, la figure sympathique et paternelle de la NBA, et que tout ça avait fait passer Shaq pour un sale con. On s'est rendu compte un peu plus tard que l'ego de Shaq, si vous avez vu le documentaire sur le Magic d'Orlando, quand Penny arrive, ça commence à le gonfler un petit peu. Voilà, et que tout ça aurait pu peser dans l'esprit de David Stern, et que donc ça aurait entraîné
l'arrêt de ce trade qui, alors on en a parlé, toi et moi, Théo, je suis pas sûr que ça aurait changé vraiment la face de la ligue, mais c'est vrai qu'un Big Three entre Paul, Kobe et Pau Gasol, ça faisait saliver beaucoup de gens, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, à l'époque, en fait, les Hornets étaient en pleine passation de pouvoir, mais il y avait pas de propriétaire en fait dans l'intérim. Donc la NBA a assumé le rôle de gérant, à gérer la franchise. Avait une responsabilité de gérance le temps que tout soit au clair. J'ai quand même du mal à croire que pour des raisons purement personnelles, David Stern Oui. aurait mis son veto pour ce trade uniquement pour des raisons personnelles, d'autant que c'est toujours dans l'intérêt quand même de la ligue d'avoir une équipe des Lakers qui cartonne parce que simplement c'est une grosse franchise qui fait toujours parler, une équipe historique. Donc tu vois, sur cet aspect-là des choses que ça m'étonnerait. Quand même beaucoup. Moi, j'ai toujours une pensée un peu émue pour Eric Gordon, qui finalement a été la grosse victime de tout ça. C'est lui, parce que c'est lui qui a sauté des Clippers, finalement, quand le trade Oui, s'est oui. fait pour Chris Paul, alors on l'a complètement oublié, parce qu'après, il était dans l'anonymat complet des Hornets, Bah, c'est ça. parce que c'était les Hornets à l'époque, et ensuite il s'est blessé. Mais à l'époque, on se demandait si Eric Gordon n'était pas sur le point de devenir le deuxième ou le troisième meilleur deuxième arrière de toute la ligue. Il était en plein boom avec ses jeunes Clippers. Et d'ailleurs, ça a complètement fait vriller la trajectoire de sa carrière. Donc voilà. Donc, un peu de mal à croire que ça soit vraiment uniquement pour des raisons personnelles que David Stern ait mis un veto à ce trade. Alors moi, j'en ai un autre qui est un peu plus récent, qui est assez complexe quand même. C'est la sortie le bras de fer qu'il y a eu entre Ben Simmons et les Sixers sur la fin de la dernière saison où personne ne voulait céder, où les Sixers voulaient clairement trader Ben Simmons, et où Ben Simmons a expliqué en gros qu'il souffrait de problèmes de santé mentale, qu'il n'était pas apte à jouer. C'est une question vraiment complexe et compliquée parce qu'en fait, je trouve toujours ça... Enfin, c'est injuste quand on connaît les difficultés et ce que c'est aujourd'hui. Maintenant, je trouve qu'on prend mieux en compte les problèmes de santé mentale. Ça me déplaît toujours finalement quand on pointe quelqu'un du doigt en disant c'est pas vrai, il pipote, sachant on connaît jamais la réalité de ce qui se passe dans la vie des gens, on n'est jamais dans leur tête. Et effectivement, d'un autre côté, il y a des choses qui pouvaient laisser penser que ça rentrait un petit peu dans la stratégie de défense de Ben Simmons. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, Ben Simmons était blessé. Au-delà des problèmes de santé mentale, il avait quand même des problèmes de dos sérieux, qu'il avait vraiment été chargé à mort à la fois par son coach, son coéquipier en la personne de Joel Embiid après la sortie de route face aux Hawks. Et derrière, on sait que Philadelphie, c'est quand même l'une des villes dans laquelle il est le plus dur de jouer parce qu'il y a une pression constante des fans et des médias. Enfin, c'est un truc, c'est non-stop. Je sais pas si tu te rappelles de ces images de journal de midi, journal télé de midi, au moment où Ben Simmons finalement été tradé à New Jersey, et le commentateur de la météo, je crois, dit un truc comme ça. Oui, bon, on va finir sur des images de Ben Simmons en train de quitter la ville, et il passe sur un plan où tu vois une poubelle Ah dans oui, une oui. rivière, et qui est en train de défiler dans une rivière. Tu dis la violence des propos dans un Ah truc qui ouais, a rien ouais. à voir avec le sport, en fait, juste un spot de météo. Donc voilà, je sais pas toi tu comment tu vois Ben Simmons, comment tu as vu cette fin de passage aux Sixers. C'est très compliqué l'affaire Ben Simmons parce que euh, à chaque fois qu'on croit que ça revient, ça repart. Là, il y a ces stats horribles où on voit le nombre de matchs qu'il a joué en fait depuis le début de sa carrière, le nombre de saisons complètes qu'il a pu faire, et que limite Victor sur cette année il va faire plus de matchs que Ben Simmons de toute sa carrière. Enfin, c'est euh, il est devenu un sujet de moquerie et bien malgré lui l'emblème de la fragilité, malheureusement tout autant physique que mentale. Et ça, je trouve que euh, quelqu'un comme Adam Silver qui est ultra compétent et vigilant sur toutes ces histoires de harcèlement et tous ces trucs-là. Bon, le harcèlement du sportif professionnel, on va passer dessus. Beaucoup de gens vont dire ils ont signé pour ça et gagnent assez d'argent pour supporter la critique. Mais je trouve que le traitement Ben Simmons, il est dur. Il a certes, dans ces histoires de bras de fer, il a certes donné un bâtonnet pour se faire taper sur les doigts, mais que sur les doigts, quoi.
Et on sait bien qu'il y a un problème quand il y avait son histoire de ne pas vouloir shooter à 3 points, sa terreur du lancer franc, cette fameuse action où il lâche la balle au lieu d'aller au dunk alors qu'il a Trae Young qui est en retard et qui arrive face à lui. On voit bien qu'il y a un souci. Et la santé mentale, elle était postérieure à ça. Les gens ont cru qu'il avait des problèmes de santé mentale avant déjà sur le terrain, mais non, elle est forcément postérieure. Enfin, on parle d'un gamin qui a je sais pas quel âge, qui a raté une saison pour blessure, qui revient après, qui est très 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 fort, il n'y a rien à dire. Enfin, on a tout ce qui fait Ben Simmons. C'était pour nous, fans des années 90, une sorte de Magic 3.0 avec un côté athlétique encore plus fort. Je sais pas, moi je trouve ça dur. Il faut toujours qu'il y en ait un qui prenne pour les autres. Je sais pas, tu vois, autant je ne défendrai jamais un gars comme James Harden parce que on a marre c'est des caprices. Ben Simmons, il a fait un caprice, il a voulu partir des Sixers pour une raison qui lui est propre, hein, c'est pas le premier à le faire. Euh, voilà, je trouve que après, c'est sûr que tu veux partir, on veut pas, tu veux partir, on veut pas, tu dis que tu as un problème de santé mentale alors que tu n'as jamais, 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 jamais évoqué ce sujet et que tu n'as jamais vraiment non plus donné cette impression que c'était le cas et que ça n'a jamais été corroboré surtout par tes coéquipiers, encore une fois, c'est délicat. C'est Ben Simmons, de toute façon, c'est vraiment c'est touchy au possible hein, depuis le début, hein. C'est clair, mais quelle tristesse. Moi, j'ai adoré ce Bien joueur, sûr, le bien joueur sûr. qu'il a été aux Sixers quand il était en pleine possession de ses moyens, malgré effectivement ses défauts. Il n'y a pas de joueur parfait. J'ai adoré ce joueur et c'est que j'attends qu'une chose, c'est de le voir rebondir. Et malheureusement, on commence à se demander si ça se produira un jour parce que là, ces pépins de santé sur pépins de santé, c'est assez triste et plutôt dramatique. Oui, et puis c'est de plus en plus dur de revenir. C'est très symptomatique ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, moi je vais dire j'adore Lonzo Ball. Il revient, je suis trop content. Mais tu as dit j'ai adoré Ben Simmons. Dans ta tête, c'est fini. Et moi, c'est pareil. Quand on dit j'ai adoré un joueur, c'est que c'est pas ce type, c'est pas cette période-là. Sinon, tu m'aurais dit j'ai adoré le Ben Simmons de Philly. Mais à mon sens, c'est terminé. Et, et ce dont j'ai peur, c'est que cette legacy qu'il va laisser soit dans l'histoire de la ligue, celle du joueur, du joueur faible et qui s'est effondré sur lui-même. Voilà, c'est un petit peu comme l'avait été Markel Fultz à un moment. Et Ouais, comme l'a été Michael Carter-Williams après. Mais comme l'a été Markel Fultz sur le mental aussi. Ouais. C'est carrément. terrible, hein, Ouais. franchement. Moi, je retourne en 93. 93, la Ligue, elle surfe sur la vague Dream Team. Elle surfe sur la vague de l'expansion de la Ligue. Et la NBA, elle a l'habitude d'avoir des équipes de vétérans en finale. Elle a l'habitude des bagarres entre les Celtics et les Lakers. Elle a l'habitude des Pistons, qui sont une équipe un peu vieillissante et qui sont en finale. Voilà, l'habitude que ceux qui arrivent en finale, c'est des gars, on va dire, qui sont bien battus pendant longtemps et qui étaient des underdogs et qui l'ont mérité. En 93, les Bulls sont l'équipe jeune et elle est là, bon, bah, elle marche sur tout le monde, il n'y a pas de problème. Seulement à l'ouest, il y a une équipe qui a été montée pendant l'été, qui s'appelle les Phoenix Suns. Nouveau logo, Barclay qui a été la star des JO qu'on met en avant, MVP, etc. Seulement les Suns, ils balbutient complètement, là, ils bégayent leur basket en début de playoff. Ils sont menés 2-0 sur le premier tour, alors que la série est en 5. Et ils remontent moyen, pareil, sur les derniers matchs, si on fait les comptes de lancer franc et toutes ces choses-là. Et surtout, ils se retrouvent en finale de conf contre une très, très jeune équipe, celle des Sonics. Donc, pour rappeler aux gens, au Suns, il y avait Barclay, Kevin Johnson, Dan Marley, Tom Chambers, Danny Ainge. Donc, c'était vraiment des vétérans et des gars qui genre, enfin, on va y arriver. Et de l'autre côté, tu avais l'impression que c'était tout le bureau exécutif de Death Row qui arrivait face à eux. C'est-à-dire Sean Kemp, Gary Payton, Ricky Pierce, Derek McKee, tu vois, des gars. T'as l'impression que ouais, c'était tous, ils avaient un plateau sur la tête, c'était incroyable. Ils étaient ultra hip-hop et tout. Et ils avaient des défauts, etc. Mais ils étaient
il me faisait penser au Fab Five de Michigan, si tu veux, dans leur manière de jouer. Ils avaient peur de rien. Ils avaient des gueules ouvertes grandes comme ça. Ils étaient ultra spectaculaires. Et en face, les autres, ils n'arrivaient pas. Et donc, on arrive à un match 7, euh, limite pareil, un match 6 et 7 parce que les Suns sont à la cave physiquement. Ils n'arrivent pas à relever le défi physique. Et c'est ce qui leur arrivera après en finale. Mais les gens se rappellent surtout de la série incroyable de Richard Dumas et du game winner de Barclay, mais ça c'était contre les Spurs en demi-finale de conférence. Mais en finale, ils se font ouvrir en deux. Ils y arrivent à l'expérience, etc., mais ils se font ouvrir en deux par les Sonics, qui sont d'ailleurs l'année d'après, rappelle-toi, je ne sais pas si c'est l'année d'après ou la suivante, archi favoris. Et c'est là qu'ils se Oui, font face aux sortir par Nuggets. les Nuggets au premier tour, et c'était un tremblement de terre parce que on avait dit, bah, cette fois, ils passeront. Mais il y avait eu cette histoire que la Ligue avait favorisé en plus les deux potes, Jordan Barclay, le fait qu'ils arrivent en finale ensemble. Alors, on va pas pleurer parce que c'était une finale, tu l'as dit toi Théo, c'est ta préférée de tous les temps et c'était une finale exceptionnelle à tout point, en tout point. Mais voilà, il y a eu un petit doute. Mais que nous, braves Européens et braves Français, on est passé à travers puisque on savait pas toutes ces choses-là. Le Game 7 des Sonics et des Suns, ça nous passait au-dessus complètement. On ne savait même pas Bah, qu'il y avait ça à la limite. c'est ça, en fait. On pouvait le lire, quoi, 3 semaines après en regardant un magazine, mais il n'y avait même pas. Tu vois, ces matchs-là, je sais même pas s'ils sont Ouais. passés à la télé, ou peut-être il y en a un qui est passé un week-end sur Canal, mais c'était tout, quoi. C'est dans le même genre d'idée, parce que moi, j'en ai une autre, mais c'est le même type de thématique. C'est en 2006, en fait. C'est finale, pour le coup, finale NBA, Mavs contre Miami Heat, avec le Miami Heat de Dwayne Wade et de Shaq, qui est en difficulté face à des Mavs assez incroyables, vraiment avec une très belle équipe de Dallas, et ce retournement de situation assez improbable où Miami va finalement s'imposer, mais avec un nombre de lancers francs quand même une disparité au lancer franc assez folle, sachant que sur les 6 matchs donc disputés, Dallas menait 2-0, a fini par perdre 4-2. Dwayne Wade a shooté 97 lancers francs en 6 matchs, pas mal. Dans le match 5, il en a shooté 25 à lui tout seul, soit l'équivalent de toute l'équipe de Dallas au complet. Alors Dallas a déjoué, il y a eu, on était en train de découvrir ce Dwayne Wade en mode flash, insaisissable, Ouais, c'est ça. intouchable, etc. Incroyable. Chaque était encore chaque. Voilà, c'était 2006, mais c'était encore chaque. Il y avait une équipe, voilà, avec Stackhouse et compagnie. C'était non, Stackhouse, pardon, Stackhouse était au Mavs. Je dis n'importe quoi, mais c'était une équipe qui était quand même costaud. Voilà, c'est un petit peu la même thématique que celle que tu annonçais, dont tu parlais, Pierre, avec des rumeurs basées sur le fait que la Ligue voulait favoriser des figures fortes. Alors, dans le cas des Suns, c'était parce que c'était Barclay qui était devenu une superstar vraiment l'été précédent aux Jeux Olympiques. Dans le cas de Miami, c'est parce que Dwayne Wade semblait plus voilà, plus flashy, hein, de toute façon, c'est le terme que Dirk Nowitzki, que cette équipe de Dallas qui jouait bien au basket, mais qui n'avait pas forcément une superstar comme on l'entendait encore à l'époque, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui allait mettre des highlights, des dunks, etc. Voilà, bon, compliqué toujours, je sais que Julien De Schittner, qui était archi fan de Dallas et de Dirk Nowitzki, qu'il est toujours démordra jamais de l'idée que son équipe s'est fait enfler sur cette finale. Mais voilà, ça rejoint un petit peu finalement le premier thème qu'on a abordé, Pierre, sur l'impact potentiel de la NBA sur l'issue de certaines séries. Oui, sur l'issue de certaines séries et sur le storytelling de certaines choses. Euh, et le fait de. Alors, ça, c'est une grande constante qui revient. Et je pense que c'est la dernière vraie grande théorie du complot au très haut niveau qu'on a eu. C'est de dire bon, bah, c'est joué, mais il y a du monde qui regarde. On va essayer de faire un match de plus. Draymond Green en 2016, qui, soi-disant, se fait suspendre alors qu'à mon sens, il se fait suspendre parce que pour l'ensemble de sa carrière, parce qu'il a, on va dire, empêché Steven Adams d'avoir des enfants pendant 4 ans. Et il a, sans déconner, voilà. Lui, au moins, il n'avait pas une écharpe dans le pied, tu vois. Il envoyait son pied dans tous les sens. Et en plus, c'est Tim Donaghy, cette espèce d'affreux personnage qui était là à soutenir ça plus que les autres, cette histoire de suspension de Draymond Green en 2016, qui fait que, bah, alors, soi-disant, la finale se joue là-dessus. Enfin bon, c'est pas.
Enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas Draymond Green, les autres ils mettent 41 les deux dans un match. C'est pas l'absence de Draymond Green qui fait que Steph Curry met une passe dans le dos miteuse dans le Game 7. Certes, peut-être que ça déstabilise, mais bon, je pense que c'est cette équipe qui venait de gagner 73 matchs, elle s'est juste relâchée pendant un match où il n'y avait pas Draymond en se disant il y a 3-1, ça fera 3-2, et puis voilà, quoi. Pas très grave. Mais, ouais, moi je pense quand même que ça a été le tournant de la C'est le série. Ça tournant. garantissait pas que les C'est le Warriors avaient quand même tournant. l'occasion de gagner, on est d'accord. Et Clairement, d'ailleurs, c'est le tournant. dans le match 7, Draymond Green fait un triple-double totalement incroyable, hein. Il est Première mi-temps de monstrueux dès folie, son ah ouais, retour. ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'occasion perdue. Là, honnêtement, la suspension de Draymond Green, comme tu le dis, elle est ultra légitime en fait. D'une, parce que c'est en finale, donc c'est la plus grosse scène. Il y a d'autre part parce qu'il y a le passif dont tu parles. Et en plus, il met une patate dans les couilles de LeBron James, la plus grande star. Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, T'es obligé. t'es obligé de te Il manger l'aurait mise une sanction. à Richard Jefferson, c'était pas la même, hein. On est d'accord, clairement. Moi, j'en ai une qui m'a fait rire, c'est que, et Woj l'avait lui-même dit, il avait envoyé un tweet en disant que c'était un coup d'État de la part de Nike de dire que, en fait, c'est Nike qui a voulu que Kevin Durant aille aux Warriors parce qu'Under Armour commençait à vraiment leur casser les couilles. Et je trouve que le troll, il est incroyable de dire que, ah ouais, c'est bien, tiens, nous, on va t'envoyer une de nos têtes de gondole, comme ça, on sera une. En plus, je crois que c'était le moment où il change le maillot, c'est-à-dire que Nike Avec le récupère sponsor. l'équipementier, ouais, redevient l'équipementier de la ligue, et qu'en plus, il balance KD, qui est quand même un gros vendeur de pompes, euh, avec sa chaussure signature. Donc voilà, je trouvais ça plutôt marrant. Et puis, alors, il y en a. J'en ai deux dernières, je passe vite. Une qui est vraiment dégueulasse, c'est cette histoire euh, qu'aujourd'hui, Magic aurait jamais été séropositif. Voilà, tu vois, c'est les conservateurs du Minnesota qui ont lancé cette histoire, mais qui a quand même grandi dans la tête des plus cons, que ça a été précipité suite à un premier test et qu'il y a un second qui est arrivé, mais que c'était trop tard et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Que le fait qu'on ait pu dire qu'il était guéri aujourd'hui. Bon, je pense que Magic Johnson, il a accès à une thérapie, si tu veux, que le commun des mortels n'arrive pas à avoir. Et quand tu appelles Magic Johnson, la narration, c'est du marketing en permanence. Donc, tout était racontable. Ça, elle est dégueulasse, celle-là. Mais il y en a une autre, moi, qui m'a quand même, que je trouve, elle est à la fois tendre, elle est limite plausible, et je pense qu'elle va te toucher. C'est Jimmy Butler, qui serait le fils de MJ. Et celle-là, quand tu connais l'histoire de Jimmy Butler, qui donc a grandi dans la rue, et il y avait une rumeur comme quoi Jordan, en 88, il était un petit peu allé voir ailleurs, genre qu'en 88, et qu'il aurait eu un enfant qui serait né dans ces eaux-là. Et Jimmy Butler, je crois, arrête-moi, il est né en 89, je crois, Ça va fin être quelque chose comme 89. ça, ouais. Ouais, ouais. Et donc, sa mère l'aurait mis dehors une fois que les paiements de pension étaient stoppés, et elle détestait la manière dont celui auquel il ressemblait. Et c'est vrai que quand on le regarde comme ça, dans son attitude, sa manière de se comporter, sa taille qui est exactement la même que l'autre, la manière dont il est construit, son état d'esprit et tout, bon, il y avait des suspicions comme quoi ça pouvait être des rumeurs, le fils de Jordan, mais de la même manière, à ce moment-là, Anthony Edwards, alors lui, ce serait carrément C'est ce que j'allais dire. son enfant son enfant le plus jeune. Mais je trouvais que l'histoire, bon, bien sûr, elle est alimentée parce qu'il a été drafté à Chicago, qu'il a été cet energizer et cette mentalité de gagneur folle, et en plus d'être ton joueur préféré. Donc j'imagine que c'est pas une filiation qui t'aurait dérangé. Si on l'apprenait aujourd'hui, je pense que tu serais aux anges. Non, mais c'est vraiment marrant, ces rumeurs-là. Bon, là, à prendre bien sûr au 12 millième degré, mais c'est comme si vous regardez des photos de Otto Porter là, qui vient de prendre sa retraite. Alors, Bien sûr. des photos d'Otto Porter et de Will Chamberlain jeune, tu te demandes aussi Will Qui, Chamberlain qui a une rumeur comme quoi il aurait été gay finalement, parce comme quoi c'était impossible qu'il ait eu 10 000 femmes, et qu'en fait il cachait ça pour dire qu'il était gay. Oui, donc là, on va pas ouvrir ce chapitre, mais effectivement, T'imagines.
Will the Stilt, si vous regardez des photos de lui dans les années, bah voilà, les photos de lui tout jeune à Philadelphie et des photos d'autoporteur, la ressemblance est frappante, mais pour autant, bon, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça soit, qu'il y ait un lien de cause à effet. Mais la rumeur pour Jimmy Butler est assez marrante, surtout vu sa propension à cartonner dans les quatrièmes cartons des gros matchs. C'est assez marrant. Ouais. Et le dernier que j'avais en 2004, l'équipe olympique est nulle, il n'y a pas de souci, perd encore, mais dans l'équipe, il y a LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh, et la rumeur comme quoi ils se seraient entendus d'entrée, que Spike Lee a dit en plus, il dit ils se sont foutus de notre gueule depuis le début, et il l'a dit de cette manière, il a dit c'était rien de plus qu'un mouvement de gangster à la Corleone, il a dit. Tout ça a été écrit depuis le début. C'est pas arrivé d'un coup d'un seul. Ils s'étaient entendus depuis un moment. Voilà. Et Dan Gilbert avait dit exactement la même chose, qui s'était fait enfler, que tout ça a été organisé depuis un bon moment. La venue des Tres Amigos à South Beach. Et alors? Tu as envie de dire oui, et alors? C'est trois copains qui se disent un jour on jouera ensemble. Et tant mieux pour eux. Mais totalement, c'est même pas, je vois même pas ce qu'il y a de honteux. Effectivement, ils ont donc il y a 2004 et puis après 2006 au championnat du monde où ils auraient encore renforcé le truc entre guillemets. Il y Moi, a il y ce a tabou rien du de. tempering, là, tu vois, où il faut jamais se parler les uns les autres, Mais ce qui est bizarre, essayer de se recruter les uns les autres, c'est une hypocrisie folle. c'est ça, parce qu'en fait, le tempering, il concerne jamais les joueurs eux-mêmes. En fait, les Oui, joueurs ont oui, le droit de parler, heureusement encore, de se voir entre eux et heureusement. de mettre en place des stratégies. Normalement, le tempering ne concerne que les officiels des franchises. Mais oui, de toute façon, je pense que c'est pas, pour le coup, je pense pas que ce soit une rumeur du tout, que ce soit un truc infondé. Je pense qu'effectivement, dès 2006, ils ont dû se dire, bah, tous les trois, ça marcherait bien. Mais c'est sûr que si LeBron avait été champion NBA en 2009, je pense pas qu'il serait parti à Miami pour autant. Après, c'est des choses qui se passent dans une carrière, voilà, dans un parcours. Je pense que pour le coup, effectivement, parmi celles dont on a parlé qui sont les plus plausibles, celle-là, oui, celle-là, j'y crois complètement. Mais je pense aussi que ça dépendait aussi de ce qu'allaient faire les uns et les autres. Et ma dernière, évidemment, ma rumeur préférée, all time, mon complot le plus ultime, Paul Pierce s'est-il fait caca dessus? Le fameux, donc, pour redonner le Gagné. contexte, premier match des finales, c'est donc 2008. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Premier match de Ouais. finale entre les Lakers et Boston. Paul Pierce qui est injouable et qui semble se détruire le genou sur une action. Il est au sol, il faut faire venir un fauteuil roulant pour le faire sortir. Il part, moi je me dis devant ma télé, putain, En c'est mort grimaçant, pour il pleure à Boston. moitié. Ouais. Ouais, On a mais l'impression de voir Alperen Sengun la semaine dernière. exactement. Et derrière, qui fait un retour, digne de Rocky Oui. Balboa en train de Ah, monter ses Willis marches Reed, avec ouais. les enfants qui courent derrière lui, là, et qui rentre sur le terrain et qui finit les Lakers de manière tellement sale. Je crois qu'il rentre sur le terrain, il doit mettre un step back à 3 points, un truc comme ça, une action comme ça. Et derrière, Boston qui est champion. Et donc, la rumeur, donc, ce que tu disais, Alors la rumeur, non, Pierre, la rumeur, c'est est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il n'était pas blessé? Qu'est-ce qu'il a pris comme bon, parce que la rumeur, la théorie du complot la plus dingue évidemment, on n'en parle pas, mais c'est le dopage dans le sport de haut niveau ou dans la NBA en général. Mais toujours est-il que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fait semblant et tout? Et en 2019, c'est-à-dire 11 ans plus tard, Paul Pierce lui-même dit, dans un de ces éclairs j'allais dire de génie, son cerveau à un moment donné fait une étincelle. Et c'est la vérité, Pierre, tu sais. c'est vraiment la réaction en chaîne qui marche jamais, Paul Pierce. C'est-à-dire, ça balance un neutron sur un autre, et en fait, ça fait. Et en fait, il y en a juste un qui tombe, mais ça en fait pas quatre autres, tu vois. Donc là, il a eu une idée qui est partie sur une autre. Et bon, et il a dit, je devais aller aux toilettes. Voilà, donc on s'est dit, bon, bah, quand tu as envie de pisser, tu pars un petit peu vite, voilà, tu t'assois pas en disant j'ai super mal au ventre. Et après, il est revenu sur le truc. Oui, si je m'étais fait dessus, est-ce que je me serais assis dessus pour tout étaler? Enfin, tu vois, mais du Paul Pierce, mais oh, mais t'as envie de lui dire, mais arrête de parler. Là, il est là encore. Je sais pas si tu as vu dans le podcast où il y a Kevin Garnett qui est de plus en plus euh, affûté Ouais, il dans est ses très bon. commentaires, très Ouais. bon, et qui parlait là, et il a raison de dire ça, et moi je m'en étais même pas rendu compte.
Théo, peut-être que tu vas pouvoir me le dire, est-ce que tu serais capable de me citer 3 joueurs universitaires de NCAA masculins aujourd'hui? Et est-ce que tu serais capable de me citer 3 joueuses universitaires Ah, aujourd'hui à NCAA? Et on se bah rend oui, compte que aujourd'hui, on en clairement. parle beaucoup plus du basket féminin. Absolument, Et ouais. pour ça, c'est génial. Euh, et tu avais Paul Pierce qui regarde ça en se disant qu'il parle. Et il dit, bah, tu pourrais me donner toi. Et il répond oh, avec ses lunettes de soleil. Mais tu sens qu'à l'intérieur, ça fait. On comprend rien à ce qui se passe. Et voilà. Et donc, il a dit après, mais non, mais en fait, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu y aller moi-même. Enfin, il s'est rendu compte, tout le monde s'était foutu de sa gueule. À la limite, tu dis, bah, j'ai eu un problème, voilà, j'y vais, on rigole une fois. Le truc, c'est comme tu l'as dit, il revient, il démolit les Lakers, il est MVP du truc, il est Hall of Famer par la suite. Mais voilà, c'est. À la limite, ça le rendrait même plus humain et moins con de pas oser me dire. Mais moi, j'ai envie d'y croire à ce truc-là. Hein. Paul Moi Pierce aussi, chier dessus, ça me régale. pour autant, j'adorais le joueur. Autant depuis qu'il a arrêté, c'est vraiment compliqué. Je sais pas. Moi, le truc qui m'a Oh. le plus fait rire, parce que tu parlais de Kevin Garnett, je sais pas. Allez, je fais une petite parenthèse. Je sais pas si tu te rappelles, pendant les dernières finales NBA, il y avait Kevin Garnett avait une émission en live. Il commentait en live les matchs des finales. Et donc, il est dans une espèce de salon. Et puis, mais c'est un petit peu le principe du truc. C'est comme si on se mettait tous les deux. Pierre, on regarde le match des finales et on se filme, mais on parle juste entre potes, quoi. Et il y a Ouais, Paul Pierce qui arrive avec. comme le font les potes de Trash Talk qui font ça. Ils regardent les matchs en direct et ils se filment en commentant. C'est Exactement. très drôle. Et donc, t'as Paul Pierce qui se pointe avec, alors je veux pas présumer, mais ce qui ressemble quand même à pas mal à une escorte, qui se pose et en fait, t'as Kevin Garnett qui essaie de lui expliquer que c'est filmé, quoi. Mais alors au début, il essaie de le faire de manière plus ou moins subtile, et après il lui dit, mais clairement, mais c'est filmé. Et Paul Pierce qui veut pas le croire, en fait. Qui veut pas le croire, et t'as Kevin Garnett qui. Tu sens que plus ça va, plus il se pousse, il s'éloigne physiquement de Paul Pierce en mode je veux pas être associé à ce qui est en train d'être dit en ce moment. Et il faut que finalement un mec montre sur un téléphone que c'est bien en train de passer en live pour que Paul Pierce finisse par comprendre ce qui est en train de se passer. C'est à Ouais. mourir de rire. Mais moi, j'ai envie d'y croire à celle-là parce qu'elle est trop belle. J'ai pas envie qu'on me dise non, non, il s'était vraiment fait mal. Non, il se chie dessus. C'est rigolo. C'est comme Matt Barnes. Tu sais, quand tu vois l'image d'au-dessus de Matt Barnes qui jette la Ah balle dans oui, la gueule de Kobe, en fait, quand tu la vois d'au-dessus, tu vois qu'il est pas du tout à côté. Mais non, on a envie de croire qu'en fait, Kobe, il a pas cligné des yeux du tout et que l'histoire, elle est trop belle à cause de ça. Donc, moi, Paul moi Pierce, j'aurais quand même au-dessus fait pour un moi. bond de. J'aurais quand même fait un bond de 3 mètres en arrière si Matt Paul Barnes Pierce m'avait fait était j'ai tué qui s'était passé la à fin de côté. deux. Non, si Matt Barnes avait fait la fin de deux passes, même s'il avait été à 5 mètres de moi, je pense que j'aurais fait un bond en arrière monstrueux. Donc, ça- Moi, je crois que j'aurais été au troisième rang, en haut, voilà, c'est ça. en face, derrière le panier d'en face, j'aurais eu peur. Mais bon, il l'a fait tellement vite en même temps. Ouais, c'est Voilà pour clair. quelques-unes. Alors, il y en a plein encore, hein, surtout les histoires de déménagement de franchise, celle des Grizzlies. euh, et puis voilà. Moi, il y en a une qui m'a étonné. Tu connais Ersan Ilyasova? Est-ce que tu Bien as lu sûr. cette histoire? Tu peux Mais peut-être, alors je vais en parler vite fait, mais tu peux peut-être nous raconter l'histoire. bah oui, mais après c'est quelque chose quand même qui était. Je pense que ça fait du buzz en NBA plus tard parce qu'en Europe il y avait quand même pas mal de soupçons quand même autour de ça. Mm. Donc Ersan Ilyasova, joueur turc qui a joué notamment à Milwaukee, qui a été très fort avec l'équipe nationale turque et notamment en équipe de jeunes aussi, et dont le vrai nom serait en fait Arsen Ilyasov, parce que c'est un joueur ouzbékistan à la base. Et la particularité, c'est qu'au moment où il a traversé la frontière et qu'il a écopé, enfin qu'il a chopé un nouveau passeport en Turquie, c'est qu'il a rajeuni de 3 ans. C'est-à-dire qu'au lieu d'être né en 84, comme par merveille, hop, il se retrouve avec une date de naissance de 87, ce qui change énormément la donne, notamment pour les équipes de jeunes, en Bien fait, sûr, c'est ça. en sélection, voilà. Et là, pour le coup, ça me semble quand même assez plausible, notamment quand on voit ces années piques, en fait, où tu te dis, en fait, le pic de sa carrière, c'est 3 ans avant, enfin, c'est un moment où normalement le pic de sa en fait il a eu un pic très tôt et puis après il baisse comme s'il avait effectivement 3 ans d'écart entre sa véritable date de naissance et celle qui est sur ses papiers. Donc ouais, celle-là elle me semble assez juste. Je sais pas ce que toi Oui, tu oui, t'avais oui. entendu parler de ces histoires, Pierre? Je la connaissais pas, je l'ai découverte en Ok. faisant des recherches là. Et puis,
et puis surtout, il passe en Turquie et il disparaît pendant un moment et il réapparaît après. Et c'est là qu'ensuite, je crois que son père a déposé, l'a reconnu sur le tard. Donc en fait, il a récupéré sa réelle identité. Mais du coup, c'était un bordel parce qu'il avait joué pour certaines sélections alors qu'il avait déjà joué pour d'autres. Bon, c'était une histoire assez incroyable. Et l'histoire d'âge aussi, il doit y en avoir plein. Il y avait Sergi Baca qui avait pris, je crois, sur ces trucs-là. Moi, là, bon, ça se voit, mais avec ma taille, j'ai joué pendant 25 ans en U13. Il y a un prospect qui s'appelle Pierre-Armand Samama qui tourne à 47 points de moyenne Dès que j'ai dans la commencé à région de avoir les cheveux Marseille. blancs, on a arrêté. Ça m'a coûté une blinde en teinture. Mais bon, voilà. Bref, voilà pour nos théories tout aussi fumeuses que passionnantes. C'est le principe même de la théorie du complot, on va dire. Ouais, bah voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire celles auxquelles vous croyez, celles auxquelles que vous pensez être totalement Alors, on bidon. On reste a sur le beaucoup de... basket, les gars. Hein. Ouais, bien sûr, On bien... se chauffe tu fais pas. bien de préciser. On se chauffe pas sur des histoires d'avions dans des tours. On se chauffe pas. Hein. Hein. On reste, euh, on reste calme. Absolument, absolument. N'hésitez pas, si on a qu'on a loupé, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Euh, Pierre, est-ce que tu as eu des coups de cœur cette semaine? Coup de cœur, ouais, j'en ai eu deux. Alors, tu connais mon amour des sneakers et Jordan Brand, il y a un an ou deux, je sais plus exactement, avait sorti le concept d'une série qui s'appelait Reimagined, c'est-à-dire qu'il sortait des modèles iconiques réimaginés, euh, autrement dit, alors pour certains, comme si on les retrouvait dans un grenier. Je vais te montrer volontairement vieilli comme ils avaient fait avec cette Jordan 1, tu vois, où le col était Ah comme oui. si elle vraiment elle sortait du grenier, c'était jauni, etc. Et puis après, ils sont un petit peu chauffés là-dessus. Ils ont fait, bon, ils ont sorti cette Jordan 3 l'année dernière, et là, la Jordan 4 cette année, mais elle est réimaginée. Donc, la Jordan 4 de cette année, tu vois, je l'avais Ah oui. unboxée elle est en cuir, alors que normalement, elle est dans ce nubuck un petit peu particulier, très résistant, qui s'appelait le Durabuck à l'époque. Et la rumeur disait que en décembre, il y allait avoir je la trouve, la Jordan 3, la noire, la Black Cement, la fameuse. Et en fait, Nike a annoncé cette année qu'elle ne serait pas une version réimaginée, mais la version la plus fidèle qui soit, c'est-à-dire pas la plus fidèle possible, mais ce serait l'exacte réplique du modèle original. Donc, c'est-à-dire avec un éléphant de print beaucoup plus clair et sur l'avant beaucoup moins haut et beaucoup plus fin. Qui arrive à peu près ici, vous voyez, là où il y a mon doigt. Voilà. C'est la chaussure qui était portée lors du All-Star Game 88, qui est absolument superbe, même si tu sais que all-time, c'est celle-ci, c'est la blanche. Mais donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt cool de ressortir ça et de se remettre. Et j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, quand on réédite une chaussure, on la fait pas à l'exact identique. C'est comme si tu represses un disque et tu rajoutes des instruments dessus. Je trouve ça complètement con. Ou tu fais des morceaux moins longs, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est mon premier. Et puis en bouquin, alors si vous aimez, vous avez un petit peu envie de sortir du quotidien et de voyager un peu et que vous aimez les histoires un peu d'aventure, ça, c'est un travail de documentation complètement folle sur les naufragés du Vageur. Le Vageur, c'était un, un navire anglais à la fin du XVIIIe siècle qui partait à l'autre bout du monde à la conquête pour aller braquer, si tu veux, une histoire de gangster, pour aller braquer un navire espagnol qui, soi-disant, avait une fortune sur lui, un vrai trésor. Et ils étaient partis 4-5 navires et ils naviguent jusqu'au Cap Horn. Et en fait, c'est du travail qui est fait sur les livres de bord des anciens membres de ce truc-là. Je ne spoil rien en disant, puisque c'est marqué là, ça fait naufrage au large du Cap Horn dans des conditions, enfin, il te raconte le scorbut, mais des conditions, mais des histoires. Alors, à ne pas lire le soir parce que ça file des cauchemars. Et puis après, il se retrouve sur une île. Enfin, tout ça, c'est un travail de documentation, c'est passionnant. Les naufragés du Vailleur, c'est pas un roman, c'est une vraie histoire. Enfin, la preuve, c'est que le livre donc fait
450 pages et que l'histoire en soi s'arrête à la page 370 et tout le reste, C'est des notes ou... c'est les notes, c'est d'où ça vient, d'où vient la D'accord. documentation, tu vois. Donc, pour te dire, c'est un boulot de fou. Voilà, ouais, ça se lit comme on regarde une série ou un livre. En plus, ça parle des personnages, des seconds, des canonniers. Tu apprends plein de trucs sur chaque partie. Tu as l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes, le Capitaine Crochet, mais à la fois dans un truc. Mais c'est terrible. Et tu te rends compte que c'est il y a à peine 250 ans. Et Dieu merci de ne pas vivre à cette époque. C'est clair. Donc, Les c'est les naufragés naufragés du du Volga. Volga. David Gran, voilà. Super bouquin. Vraiment, pour s'évader, pour penser à autre chose et pour partir loin, loin, loin du quotidien. Génial. Coup de Ouais, cœur. super. On vous met le lien en description. Et puis, j'en Oui, profite c'est pas pour une vous le dire nouveauté, parce hein, que c'est c'est vrai que sorti il y a un petit moment, mais c'est génial. ouais, parfois vous nous dites que notamment sur la vidéo on pourrait rajouter des images. N'hésitez pas à aller voir sur Basket Session parce que sachez que dans la news, Oui. l'article qu'on publie chaque semaine pour annoncer le podcast, on met aussi des liens, on met des vidéos. Voilà, il y a un peu du complément d'information. Donc s'il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil ou dans l'oreille, n'hésitez pas à aller sur l'article qu'on publie chaque semaine sur Basket Session. Il y a toujours un petit complément pour accompagner tout ça. Et toi, Théo, ton coup de cœur cette semaine, c'est quoi? Alors moi c'est un coup de cœur musical, un truc que je connaissais pas du tout, un artiste que je connaissais pas du tout, un album dont j'avais jamais entendu parler et que j'ai découvert grâce à une excellente émission de radio. Je sais pas si tu connais cette émission, Pierre, une émission qui s'appelle Hang Time, qui passe le mardi soir, je Mhm. crois. C'est des Marseillais qui s'occupent de ça et grâce à eux j'ai découvert cet album que je trouve fantastique d'un pianiste qui s'appelle Matt Wild. L'album s'appelle Hello World. Voilà, c'est un pianiste et beatmaker originaire de Ah, il est Manchester. Je cool. vous montre le disque J'avais que pas je vu. viens de recevoir. Et allez, à tout seigneur, tout honneur, Pierre, je suis obligé de te remercier parce que je t'ai dit, c'est en écoutant l'émission que vous animez avec Elodie que j'ai découvert ce morceau et je t'ai envoyé un message dans la foulée, me dire mais c'est quoi ce truc, c'est Ah ouais, c'est magnifique. vachement bien. Ouais, vous aviez joué un morceau que j'avais adoré et tout l'album vraiment est du même acabit. Donc si vous aimez le jazz, et ce que j'aime bien en fait, c'est que tu sens enfin moi ça m'a parlé parce qu'il y a le côté jazz moi que j'adore, mais tu sens aussi que Matt Wild est un beatmaker, donc en fait c'est comme si un beatmaker jouait du jazz et inversement. Donc tu sens une influence un peu de Jay Dilla ou d'autres beatmakers et en même temps c'est vraiment enfin c'est joué avec brio. Donc voilà, je vous encourage à aller découvrir ça. Je vous mets un lien comme d'habitude. Matt Wild, Wilde. L'album s'appelle Hello World. C'est sorti sur le label Band on the Wall Recordings que je connaissais pas du tout. Je vous encourage voilà, vraiment à aller découvrir ça. Et il est super beau, le disque, je l'avais pas vu. L'artwork, j'avais vu l'avant, bien sûr, mais l'arrière, c'est très joli la manière dont c'est fait. Ouais, ouais, ouais. Ah Ouais, ouais, très chouette. super. Il y a un très bel insert aussi avec des petites illustrations qui sont à l'aquarelle, j'ai l'impression, ou au feutre. Voilà, avec un petit peu de texte, comme toujours. Vraiment du beau travail. Là encore, hein, on en parle souvent, mais nous, moi, ça nous touche parce que voilà, Rivers, vous le savez, on est un petit éditeur indépendant. On apporte beaucoup de soins à la confection des MOOC qu'on peut proposer. Et donc, bah, nous, on est toujours un petit peu touchés de voir d'autres personnes qui sont dans la même dynamique. Là, c'est pareil pour cette maison de disques et pour cet artiste. C'est un petit peu du truc de l'artiste au consommateur ou de l'artiste au fan en direct. Donc, voilà, on a toujours à cœur de mettre notre, comment dire, d'épauler ce type de démarche, ça me parle forcément. Et c'est un jazz très contemplatif, donc c'est très agréable, puisqu'on est dimanche matin. C'est vraiment le disque parfait du C'est dimanche matin, donc c'est ce que j'allais dire. à s'écouter sans problème. Alors, on parlait d'Hangtime, le track Hope Culture d'Hangtime cette semaine, c'était un track de Marlon Craft dont tu nous avais parlé avec Method Man, le Muxi Box, qu'on a joué avec grand plaisir. Et le podcast d'Hangtime, on vous mettra le lien dans la description également pour que vous puissiez le retrouver sans problème. Au niveau musical, moi j'avais une question à te poser, Théo, parce que c'est une question qu'on se pose tous. Tu nous montres à chaque fois des nouveautés vinyles, mais où vas-tu les chercher? C'est-à-dire, beaucoup de gens cherchent à chaque fois un endroit où acheter les disques qui ne sont pas forcément, parce que ce genre de disques, on ne les trouve pas dans les grandes enseignes commerciales. Où est-ce que tu vas chercher ça?
Bah, pour le coup, pour celui de Matt Wild, c'est directement sur son Bandcamp, comme t'en parlais. Moi, j'aime bien Allez-y, vraiment cette démarche qui permet tu te dis, l'argent transite pas par un exactement. intermédiaire qui va J'allais se dire. servir. D'autant que Bandcamp, moi, j'aime beaucoup aussi le positionnement de cette entreprise qui, pendant le Covid, avait mis en place un certain nombre de choses, notamment ce qui s'appelle maintenant les Bandcamp Friday, où un certain nombre de vendredis dans l'année, Bandcamp ne prend pas de commission sur ce qui est vendu via leur plateforme. Donc voilà, ça vaut toujours le coup. Donc souvent c'est sur Bandcamp, parfois c'est certains magasins en ligne spécialisés. Alors moi j'ai pas de partenariat avec eux, mais je peux les citer. Il y a un site allemand qui s'appelle hhv.de qui a une belle palette de choses si vous aimez tout ce qui est Tout à musique noire fait. américaine, voilà jazz, rap, etc. Et il y a d'autres, il y en a d'autres pour des trucs de rap plus spé. Il y a allez, trois autres labels dont je vais parler. Un qui s'appelle RRC, rrc.com, je crois, RRC, voilà, qui produit des disques lui-même et qui est aussi distributeur. Il y en a un autre qui s'appelle. Attendez, je me trouve. Non, Tough Kong, ça a fermé. Maintenant, c'est RRC. Et l'autre qui s'appelle. Là, pour le coup, eux, ils sortent leur propre disque. Le label a un nom assez marrant, c'est Fuck Rap, sauf qu'il faut remplacer le U par un X, donc voilà, et le A par un X, il y a pas de voyelle. C'est Fuck Rap, c'est un label allemand, si je me trompe pas. Le mec est plutôt sympa, qui s'occupe de ça. Mais là, c'est vraiment pour des très petites éditions, très limitées, d'artistes bien spécifiques. Par exemple, voilà, moi, j'adore le rappeur Eto de Rochester, là. C'est souvent par cette plateforme-là qu'il vend ses disques. Donc il y a tout un tas de trucs. N'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Je vous mettrai une liste avec grand plaisir. Moi, généralement, je les. Ouais, c'est ça. Bah, il faut fouiner, il faut chercher, il faut taper le nom de votre référence. Mais encore une fois, allez sur Bandcamp. Les artistes, vous savez, c'est surtout les artistes indépendants. C'est pas facile pour eux souvent de se retrouver comme ça, bouffés par le système du streaming, complètement assommés par ça. Donc, quand vous achetez des disques sur Bandcamp, bah, ça leur apporte plus d'argent, ça leur apporte plus de force. Ça prouve que vous êtes allé checker l'ensemble et pas seulement un seul morceau et que vous vous intéressez un petit peu à leur histoire. Et généralement, l'avantage aussi sur Bandcamp, c'est que euh, vous récupérez, et c'est souvent le cas parce que c'est souvent eux qui vous envoient leurs disques, qui vous mettent un petit mot, ils vous mettent des petits goodies. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ouais, et Moi puis juste, et puis, ouais, je me vas-y, je t'en permets, puis je prie. vous encourage aussi à aller voir s'il y a des disquaires dans votre ville, hein, parce qu'il y a quand même des Bien sûr. disquaires qui continuent voilà, de faire le boulot. Notamment, voilà, donc c'est sur Paris, enfin moi j'habite en région parisienne, il y en a un certain nombre. Voilà, faut pas hésiter à passer les voir, leur demander conseil. Il y en a qui font vraiment, vraiment très bien leur job. Et dans les grandes enseignes, moi je salue quand même au passage, ce qu'on en avait parlé, Pierre, le travail de Gibert, en tout cas Gibert sur Paris, celui qui est sur le boulevard Saint-Michel. Là, c'est les mêmes vendeurs au rayon, en tout cas rap, soul et jazz depuis un paquet d'années. Pour le coup, c'est encore des vendeurs à qui tu peux aller demander un conseil, qui sont de bons conseils, qui connaissent extrêmement bien leur partie. Voilà, je pense aussi à Crocodis qui est pas loin, ça c'est pour les enseignes parisiennes. Mais voilà, n'hésitez pas à soutenir aussi les disquaires parce que voilà, il y a besoin d'eux quand tu. C'est devenu rare finalement les magasins, quelle que soit leur forme, où tu peux y aller en sachant que tu vas poser une question et tu vois, tu vas poser une question sur un grille-pain et on va pas te refendre comment dire, un four à pain et tu vas pas ressortir avec un produit qui a rien à voir avec ce que tu voulais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chez les disquaires aussi. Ouais, il y en a plein à Marseille. Je passe le bonjour à Galette Records, à Bonne Mère Records, à Tangerine. Et moi, j'avais un coup de cœur là sur un magasin qui est à Mulhouse, qui s'appelle le Détour 68, qui est disquaire, libraire et café tricot. C'est-à-dire, il vend des pelotes de laine Café aussi. Trigo, ok. Et il a un catalogue en hip-hop, nouveautés, si vous voulez vraiment plein de nouvelles choses. Moi, je sais que je suis un grand fan de, bon, on va parler de la Koda ici, Cléo Sol, etc. On trouve les disques à des prix tout à fait normaux. Bon, et encore une fois, si, c'est toujours mieux d'aller sur Bandcamp. Et n'oubliez pas que vos disquaires sont ce sont des humains. Et aujourd'hui, en 2024, on appelle ça un algorithme. Mais c'est mieux d'aller poser la Oui. question à une personne qui a un algorithme qui choisisse pour vous. Lui, au moins, il vient, vous lui dites j'ai adoré ça et il vous sort la même chose. Et il n'y a rien qui vaut ça. Et en plus, vous pouvez même les écouter un petit peu généralement dans les disques. Alors, moi, je vous conseille Arjuna Hawks, c'est le track of the week.
de l'épisode 22 de la saison 17 d'Hangtime cette semaine, qui a sorti un EP qui s'appelle Sierra, avec un compositeur qui s'appelle John Psathas, Arjuna Hawks, et il est néo-zélandais, il est de Wellington, et je ne sais pas ce qu'ils boivent les néo-zélandais, mais c'est toujours exceptionnel. Du jazz pareil, un peu atmosphérique, et c'est un morceau qui s'appelle The Storm. On vous le partagera en story, bien sûr. Cool. Et maintenant qu'on a fini avec les coups de cœur, forcément, il y a les coups de gueule. Et je crois que tu avais un petit sujet que tu avais gardé dans ta poche, Pierre. On parlait de basket universitaire. Il y a eu un match très important cette semaine avec LSU et j'ai oublié qui y avait en face. C'était South Carolina, non? C'était South Carolina exactement pour le titre. Ou une demi-finale, je crois que c'était une demi-finale. Et là, bagarre. Bagarre et bon, sur fin de match, le match est perdu et puis le truc débile, un coup d'épaule, enfin, les esprits s'échauffent et il y a l'intérieur de South Carolina qui arrive et qui met un tampon à une jeune fille, dont je ne connais pas le nom malheureusement, l'intérieur de South Carolina qui avait beaucoup fait parler d'elle, puisque le match précédent, elle avait mis le premier tir à 3 points de sa carrière pour se qualifier. Voilà, et donc elle va sûrement être suspendue pour le Final Four qui va suivre, ou en tout cas un petit peu, elle s'est excusée et tout. Mais moi, mon coup de gueule, il est que au moment où il y a ça, dans le public, il y a des gars qui commencent à descendre sur le terrain, genre on va en découdre et on va taper sur des nanas, parce que je crois que celui qui est descendu était le frère de celle qui venait de prendre le coup. Voilà, et enfin, bon, voilà. Je trouve que ça, encore une fois, c'est alors il s'est fait dégager et je crois qu'il s'est même fait, il a même été, la police est venue le chercher, je crois qu'il a même été inculpé. Depuis, oui. Ouais, il a été inculpé depuis, donc excellente réaction de la Ligue universitaire. On voit qu'ils sont très précautionneux, donc c'est un coup de cœur, coup de gueule, mais on voit la NCAA féminine, la manière dont ils mettent en place les choses, ils ne laissent rien passer, parce qu'ils sentent bien que c'est en train de monter en flèche et qu'il ne faut pas de mauvais buzz. Mais ce connard-là qui est arrivé, qui a dû trop regarder le week-end de sport de combat de la semaine d'avant, qui s'est chauffé, là, qu'il aille en tôle. Et au diable, s'il en reste. Ouais, ce qui est triste un petit peu, c'est Camila Cardoso, là, à l'intérieur dont tu parles, parce que c'était vraiment la belle histoire, en fait. C'était l'histoire incroyable, qui met son tir à 3 points avec la planche pour remporter la demi-finale. Exactement, donc allez regarder l'action si vous ne l'avez pas vu, c'est incroyable. Et il y avait toute une histoire, enfin les Américains sont vraiment très très forts en storytelling, mais la coach Dawn Staley, l'ancienne joueuse WNBA, avait fait venir, pour l'occasion, elle avait fait venir la famille de cette joueuse qui est brésilienne, qui n'avait pas vu sa mère et sa sœur depuis je ne sais pas combien de temps. Elle les avait fait venir à sa surprise totale pour justement assister à ces deux matchs. Donc tu as l'espèce d'histoire magnifique de la demi-finale qui est tout de suite, limite, qui passe tout de suite au second plan après l'altercation dont tu parles pour le match d'après. Et les deux équipes ont dû finir avec leurs 5 sur le terrain parce que l'intégralité des deux bancs, si je ne me trompe pas, ont été exclus de la fin de la rencontre. Ah ouais, c'est ça, il restait plus qu'il n'y avait plus de banc. Donc voilà, mais c'est cette pauvre Camélia, là, je pense, un trop plein d'émotions. C'est ce qu'elle a dit de toute façon sur ces 2 jours-là. Elle a été le centre d'attention de tous les réseaux. Et voilà, bon, elle met un bon tampon, hein, donc c'est normal qu'elle se fasse sortir. Mais je trouve que les réactions de tout de suite, les gars qui descendent, qui veulent faire les malins là-dessus, oh, les gars, mais vous êtes vraiment des teubés. Bref. On est d'accord. Allez, on enchaîne avec les reliques de la semaine. Pierre, qu'est-ce que tu as concocté de ton côté? Alors, c'est pas forcément une relique, mais on parlait de sneakers. Et l'autre jour, quand je suis allé jouer, je les ai ressortis parce que ça faisait un moment que je n'avais pas joué. Parce que c'est une paire avec laquelle, si tu veux aller jouer avec, il faut en prendre un soin particulier. Je t'explique pourquoi. Parce qu'elles étaient déchargées. Et donc, je te sens la Nike Adapt. Hein, la première chaussure de basket. Donc, et là, vous voyez avec sa recharge, hein, sa plaque à induction, hein, pour les recharger. Donc, je les ai rechargés et je suis allé jouer donc avec ma Adapt qui avait été portée pendant un petit moment par Jason Tatum.
Alors, vous voyez, à l'intérieur, vous avez les mentions pied droit, pied gauche. Pourquoi? Parce que vous avez l'appli qui va avec la Adapt, qui est donc là, tu vois, tu as vraiment l'appli sur ton truc et tu sers donc tes chaussures. Tu as plusieurs modes practice, game. Après, pour quand tu sors du terrain, bon, alors du coup, faut tout le temps avoir ton truc avec toi. Mais voilà, ça fonctionne et tu choisis tes plutôt. Alors, si t'as pas ton téléphone, tu peux quand même les serrer. Alors, attends, regarde. Ah oui, ça s'allume, ouais. C'est pas ultra discret. C'est-à-dire que, comment te dire, quand tu rentres de soirée à 5 heures du mat et que tu avais dit à ta femme tu rentrais à minuit et que tu enlèves cette chaussure-là, tu risques. Faut dormir avec, quoi. Voilà, faut dormir avec. Mais ça fonctionne. Le modèle, il est ultra léger malgré la présence du moteur. Et voilà, c'était un peu. Alors, elle coûtait très cher, mais Nike à ce moment-là, c'était, je crois, mon mois d'anniversaire. Il m'avait envoyé une remise dessus. Et du coup, je m'étais offert ça en me faisant un grand plaisir parce que c'est un rêve de gamin, comme dans Retour vers le futur, d'avoir la chaussure Bien sûr. auto-lassante. Et ça fonctionne et c'est vachement bien parce que donc elle te tient, mais elle n'est pas complètement teubée dans le sens où elle te maintient comme les pumps et tu respires plus. Il y a quand même une souplesse, quoi. Voilà. Ok. C'est Cool. magique. Je suis très étonné d'ailleurs, tu vois, ils avaient sorti la 2 après et plus rien depuis. Puis ils ont arrêté, ouais, c'est juste exactement. Ouais. Bah ouais, mais je pense que ça n'a pas marché. Le prix, euh, peut-être qu'il y a eu des modèles en panne, je sais pas. Moi, je m'en sers pas assez souvent pour le voir, mais. Le jour où elle va tomber en panne, ça va bien me faire chier. Parce que là, tu changes pas les lacets. Non, c'est clair. Allez, ben moi j'ai voulu rester dans la thématique d'une certaine manière, parce qu'on parlait des complots. Quelqu'un qui était friand de théorie du complot, c'est le rappeur de Mobb Deep, Prodigy, regretté voilà, lyriciste du groupe Mobb Deep. C'est sa biographie, My Infamous Life, sortie il y a quelques années. Et moi, je m'étais régalé en lisant cette autobiographie, parce que même si elle a été coécrite, donc il a écrit avec quelqu'un qui s'appelle Laura Checkaway, c'est que c'est vraiment sa voix. En fait, tu lis son autobiographie et c'est limite, tu l'entends parler. Il parle de ses débuts, de son enfance, de tout son parcours. Moi, c'est un des rappeurs qui m'a le plus marqué, Prodigy, de Mobb Deep, voilà, vraiment une légende. Si vous aimez le rap new-yorkais, j'avais particulièrement aimé voilà, la sincérité et du moins l'espèce de candeur qu'il y a dans la manière dont il raconte sa vie. Il paraît, alors ça j'ai jamais fait j'ai jamais tenté, mais visiblement le livre est sorti en version audio et c'est lui aussi qui lit sa propre autobiographie. Donc évidemment c'est encore plus parlant de l'entendre avec sa voix si reconnaissable. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Mobb Deep, sur Prodigy, je vous conseille voilà son autobiographie. Les autobiographies pardon, de rappeurs ou de musiciens, il y a vraiment à boire et à manger, mais celle-là, elle est vraiment chouette parce que voilà, il y a beaucoup d'authenticité, j'ai trouvé dans ce bouquin. Et pareil, alors, la même question que pour les disques, c'est tous ces livres en VO, tu les attrapes où? Bah là, c'est principalement sur le net. Honnêtement, voilà, il y a un site qui est assez bien fait qui s'appelle eBooks, qui est une espèce de Discog des livres, en fait, où tu peux trouver différents D'accord. vendeurs qui revendent les livres neufs ou d'occasion, comme tu veux. C'est souvent un peu moins cher que chez d'autres vendeurs, mais là encore, voilà, si vous avez des librairies internationales près de chez vous, faut pas hésiter, hein. Moi, gamin à Paris, j'allais chercher que ce soit Slam ou The Source. Il y avait quelques librairies internationales, Brentanos, W.H. Smith qui était dans Paris et j'y allais pour chercher ça. C'est là-bas aussi que j'ai acheté pas mal des premiers bouquins en anglais que j'ai pu acheter. Et puis depuis, bah, c'est souvent via le net hein, maintenant. Mais c'est possible comme d'acheter chez des vrais libraires sans forcément passer par Amazon. Voilà, il y a d'autres alternatives qui permettent, je pense, de maintenir en vie des réseaux qui sont un peu plus humains, à mon sens. Mais bon, ça c'est peut-être une autre question, Pierre. Par contre, là où il n'y a pas d'alternative, c'est pour attraper ce qui est juste derrière toi. C'est le MOOC numéro 14 de River. C'est là, c'est sur le site basketsession.com. Continuez à aller l'acheter et à nous donner de la force. Et ça y est, vous avez commencé à le recevoir. Les retours sont excellents. On vous remercie une fois de plus de nous faire confiance à ce point. C'est vrai qu'on y a mis du cœur et il est très, très réussi. Et il va parfaitement dans ton décor, ce petit MOOC là qui est là.
Ouais, merci. Bah, moi, je viens de recevoir le mien. Donc, effectivement, comme le disait Pierre, si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est que c'est en train d'arriver. En cas de problème, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Pas de panique. L'adresse, c'est voilà, contact at rivers-mag.com. On vous répondra sans problème. De toute façon, on va vous le présenter dans les semaines, dans les jours qui viennent. On va vous le présenter plus en détail, ce MOOC 240 pages totalement dédié à cette franchise, pas comme les autres que sont les San Antonio Spurs. Et si on ne vous répond pas le mail, voilà le numéro de Théo 06 14 82 Mais en sinon, direct. Comme ça, vous pouvez. venez en parler avec nous sur Ouais. Instagram, que ce soit sur l'Instagram de Hoop Culture, donc @hoopcult, @hoopcult tout simplement, ou sur celui de Rivers, @Rivers Magazine. On sera ravis d'échanger avec vous. Tout à fait. Et ce long épisode de Au Culture qui s'achève, on a tellement de choses à se dire que c'est de plus en plus long. Donc, n'oubliez pas sur YouTube, mais également en audio sur les plateformes de streaming. Comme ça, il vous permet de passer tous les moments dans les transports, même chez vous, tranquille, vous écoutez ça. Et on est ravis de passer et très honoré de passer tous ces moments avec vous. On vous rappelle que vous trouvez le CQFR tous les matins avec Shai, Antoine, parfois pas l'un, parfois pas l'autre. Météo est là pour combler si besoin. Les 3 infos essentielles ou pas à retenir de la semaine et ce à quoi il faut répondre du samedi. Bref, on est là, on est présent. Basketsession.com. On ne vous lâche pas et on ne vous lâchera jamais. À très bien. Passez une bonne journée, Pierre. Salut, à très bientôt tout le monde. Ciao.